L'ordre du jour de la conférence de rédaction du Figaro Magazine, en cette fin du printemps de 1986, c'était les élections présidentielles en Autriche. Nous étions en France sous le mandat de François Mitterrand et les socialistes étaient à l'honneur dans presque toute l'Europe, au Portugal, en Espagne, en Grèce, et qu'en Autriche, où, depuis la fin de la guerre, conservateurs et socialistes gouvernaient, et ils s'apprêtaient à élire un nouveau président, lequel pouvait bien être un homme de droite. J'ai cité Kurt Waldheim. Qui était Kurt Waldheim? Pour les plus jeunes d'entre vous, qui ne le savent pas, qui n'étaient peut-être pas nés, Kurt Waldheim avait fait une brillante carrière internationale au temps de la guerre froide. Un diplomate, chevronné, représentant l'Autriche, secrétaire général des Nations Unies, apprécié pour le rôle majeur qu'il avait joué dans le conflit israélo-arabe de 1975-76, également apprécié pour son rôle dans l'affaire du massacre des Hutus au Burundi. Un homme de la vieille école, grand, mince, distingué, aux bonnes manières, un diplomate, je ne dirais pas dans la tradition, je ne dirais pas du Congrès de Vienne, mais presque. Toujours officiel, toujours en grande tenue, gants blancs, ordre à la boutonnière, sourire avenant, presque sympathique, disaient certains. Il avait un peu du sémillant officier impérial dans les premiers films d'époque avec Romy Schneider. Un peu le Joseph Meinrad dans le rôle du malchanceux Major Buckle dans ces films Belle Époque. Waldheim, c'était cette Autriche qui avait fait oublier la face sombre de son histoire. Son adhésion massive à l'idéologie nazie. L'Anschluss, l'assassinat de Dollfuss, ou plutôt l'Anschluss qui avait succédé à l'assassinat du chancelier. L'innocente Autriche qui avait survécu au désastre et à l'opprobre de 1945 et qui de nouveau était ce beau pays éternel de montagnes et de valses, avec sa nouvelle ambassadrice des chœurs, Sissi Schneider. Voilà pour le pays dans lequel Kurt Waldheim entre en campagne en 1985 pour la présidence fédérale sous les couleurs de son parti, EVP, qui est un parti populaire autrichien d'orientation chrétien-démocrate et libéral-conservateur. C'est alors qu'une vive controverse se déclenche en Europe et aux États-Unis, qu'on a appelée depuis l'affaire Waldheim. En vérité, c'est un secret de polichinelle. On reproche à l'homme politique d'avoir menti sur son passé, notamment d'avoir caché ses accointances avec les nazis, comme officier des renseignements de la Wehrmacht, pour organiser la répression des partisans et des civils, la population civile, dans les pays occupés sous le Troisième Reich, du Monténégro et de la Macédoine, pays où la répression fut particulièrement sanglante. Un comité international d'historiens militaires a révélé que Waldheim savait que des crimes contre l'humanité se commettaient dans ces pays. Et même, il aurait apporté son concours en tant qu'officier des renseignements. Suite à ces révélations, il est déclaré persona non grata aux États-Unis et bientôt dans d'autres pays. Voici l'homme qui se présente en juin
1986 au poste présidentiel fédéral autrichien. Je me suis étendu un peu longuement sur cette affaire Waldheim pour vous faire mieux comprendre le contexte politique dans lequel allait survenir la découverte stupéfiante que je vais vous raconter. En effet, dans ce climat houleux, le Figaro magazine m'envoyait en Autriche pour couvrir les élections. Poels voulait que j'essaye d'obtenir une interview du candidat Waldheim, bien qu'on fût à la veille de la consultation, afin que nos lecteurs puissent avoir jugé de l'ambiance sur place, ainsi que des chances de ce dernier de l'emporter. La droite pouvait ainsi revenir au pouvoir de l'autre côté des Alpes. Me voilà parti avec un photographe, lequel m'avoue, chemin faisant, qu'il peut parfaitement yodeler. Oui, vous savez, là, et qu'il va ponctuer les étapes de notre périple de ces joyeux tris. Sur place, ma demande d'interview est acceptée, mais Waldheim se trouve près de Salzbourg, dans un patelin où a lieu un rassemblement de son parti. Rassemblement de fin de campagne. Nous louons une voiture à Vienne ou à Munich, je ne m'en souviens plus très bien, pour nous y rendre sur le champ. Le lendemain, après la messe locale, on nous présente à Waldheim, qui se montre très touché qu'un grand journal français envoie un journaliste pour l'interviewer. Bref, il me propose de l'accompagner dans une auberge où il va tenir un discours. Ensuite, nous pourrons nous isoler dans une salle annexe où nous serons plus tranquilles pour nous livrer à l'exercice de l'interview. Tout se passe donc comme prévu. À 11h du matin, tout est terminé. L'interview va enregistrer, les photos sont dans la boîte. Que pourrions-nous faire dans ce patelin? Revenir sur Vienne, notre avion est pour demain. Pas de grande ville proche à part Salzbourg. Nous n'avons rien contre la ville de Mozart. Nous pensons qu'il faudrait trouver seulement un coin moins touristique pour déjeuner. Ici, c'est bien trop agité, avec la présence de tous les journalistes et puis le rassemblement politique de Kurt Waldheim, bref. En consultant la carte routière, je signale au photographe que nous ne sommes pas très loin de Braunau. Braunau, Kazako. Je lui explique que c'est la ville natale d'Adolf Hitler. Aussitôt, il se prend à rêver d'un scoop. Un coin d'Autriche qu'on aurait oublié dans la dénazification après 1945. Un lieu d'où l'on n'aurait pas chassé le démon. Étant donné qu'autour de nous, depuis tôt ce matin, ce ne sont qu'uniformes verts et culottes de cuir qui viennent chercher leur carte d'électeur, ces braves chasseurs, que chapeau tyrolien et Gretchen avec des tresses blondes, on peut à demi comprendre la confusion du photographe. Si c'est pire qu'ici, là où tu dis qu'il déclare, ça vaut la peine d'y aller. Et nous voilà partis en yodelant à qui mieux mieux. Yola, yola et tout. Nous sommes fort déçus par Braunau sur la Inn. Petite ville morne et grise, où les habitants vaquent à leurs occupations,
sans se soucier de ce passé lourd à porter. Morbleu, la ville natale d'Hitler. Ils ne sont pas moins sympathiques que ceux de la localité où se déroulait le rassemblement politique. Moins exubérants peut-être, mais on peut les comprendre. Il fait qu'il n'y a pas la fête chez eux. Ce qui complique nos affaires pour trouver la maison en question. Je nous vois mal abordant un passant pour lui demander la bouche en cœur « La maison du Führer, s'il vous plaît ». Enfin, nous avons trouvé une auberge, convenable pour déjeuner, et nos cafés servis et bu. Nous profitons que la serveuse débarrasse la table d'à côté pour lui demander « Non, toi le rédacteur, non, toi, tu parles mieux l'allemand. Fräulein, où se trouve, en sortant d'ici, qu'elle répond, la première rue à droite, l'avant-dernière, au bout de la rue, juste au coin ?» Apparemment, elle a l'habitude qu'on lui pose la question. Et comme elle, je présume, toutes les habitants de la petite ville de Braunau. Quelques minutes plus tard, nous sommes devant une grosse bâtisse à 2 étages, à la façade banale, où rien ne vient dire que c'est elle que nous cherchons. Pas de plaque commémorative, pas d'inscription, pas un simple signe officiel ou historique pour indiquer que c'est la maison natale d'Hitler. Pas même un nid de cigogne sur son toit. Rien. Sinon un refus morose et obstiné de communiquer qui la distingue des maisons du voisinage, lesquelles montrent, elles, des enseignes au-dessus des portes, des petits rideaux en percale aux fenêtres et des pots de géranium au balcon. Autant de signes de paisible et bonne urbanité qu'elle ne daigne pas, la nôtre, adresser aux passants. C'est ici, nous dit tout et quelque chose de plus. La porte sur la rue est close. Et même, après que nous ayons essayé de frapper à plusieurs reprises, elle nous semble condamnée. Pas de sonnette, pas de loqueton. La maison est elle-même habitée? C'est la question que nous nous posons. Certainement, ce doit être le cas à des rideaux que nous apercevons vaguement aux fenêtres et à du mouvement qu'il nous semble y avoir à l'intérieur. La maison possède un jardin sur sa partie arrière et je me rends vers ce jardin en faisant le tour. Après avoir demandé à mon compagnon de m'attendre ici, sur la rue. Je suis dans un jardinet assez pauvre et mal entretenu, avec au bout une porte qui, à ma grande surprise, s'ouvre pour m'inviter à entrer. Ou plutôt, quelqu'un quitte la maison à ce moment-là, et me voyant arriver, il me tient la porte pour que je puisse entrer. Simple politesse. On ne m'a rien demandé. Dedans, l'aspect ne correspond pas du tout à l'extérieur. C'est clair, lisse, propre et impersonnel. Je pense à un lieu administratif, un dispensaire, que sais-je. Sinon qu'il résonne de bruit, je dirais presque d'un chahut, qui ne répond pas du tout au silence extérieur. Et surtout au fait que nous n'y avons vu personne entrer depuis la rue. Le bruit me paraît venir de l'étage. Un escalier désert m'invite à monter. Je n'y croise personne pour me demander où je vais. Ma surprise est grande en haut,
en découvrant une succession de petites chambres qui donnent sur un corridor, blanche, occupée par un lit de fer. Là, dans ces chambres, se démènent et s'agitent des hommes parlant fort, gesticulant, se poursuivant, s'empoignant, tous, ou presque, ont l'air en proie à une agitation exceptionnelle. Mais j'y suis, me dis-je. Je me trouve dans une maison d'aliénés. L'un d'entre eux, à la mine plus décente, plus calme et, disons-le, franchement raisonnable, le plus fou de tous, à tous les coups, s'avance vers moi, les bras ouverts, et quand je lui dis que je suis journaliste et français, etc., il me prend chaleureusement la main et se propose de me faire visiter le lieu. Au fond, c'est assez décevant. Il n'y a rien de particulier à voir. Les chambres sont simples, toutes pareilles, agencées pour des soins, les loisirs et les commodités, assez simples, d'un asile. Juste sur un mur, dans une pièce, un peu plus grande, ou peut-être un couloir, une inscription gravée dans le marbre, sur une grande plaque de marbre, qui signale qu'ici est né, le 20 avril 1889, par une heureuse prédestination, le Führer et Reichskanzler Adolf Hitler. Pourquoi une heureuse prédestination? Parce que Braunau, sur la Inn, est situé à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, dont la fusion avec l'Anschluss, comme il est précisé dans Mein Kampf, je cite, nous apparaît comme la tâche essentielle à poursuivre par tous les moyens. Fin de citation. Cette dédicace, gravée dans le marbre, porte le nom du NSDAP Reichsleiter et plus tard Minister Martin Bormann, qui a fait acquisition de la maison en juillet 1938 pour qu'elle devienne patrimoine historique du Reich unifié et profite à ce titre de l'entretien et la protection qui s'appliquent aux monuments historiques suivant la loi autrichienne du 25 septembre 1923. Je ne vais pas vous raconter ici l'enfance de ce terrible personnage qui a vu le jour et a passé ici les premières années de sa vie. Il est le 4e enfant de sa mère et le premier à avoir survécu aux maladies infantiles très nombreuses à cette époque. Il vit dans le foyer de son beau-père Alois, un fonctionnaire impérial des douanes, une vie instable entre deux demi-sœurs et frères, issus d'un second lit paternel. Alois, qu'on dit brutal et battant ses enfants, il aurait même failli un jour tuer le petit Adolphe. Bref, voyant qu'il n'y a plus rien à glaner en ces lieux, je me débarrasse poliment de mon guide pour me diriger vers la sortie. Devant la porte du jardin, je trouve le photographe en conversation animée avec un inconnu. Je lui parle de ce que j'ai vu et lui propose de retourner dans la maison. Mais cette fois, on a beau frapper et appeler, personne ne vient nous ouvrir la porte. En revanche, nous apprenons
de cet inconnu abordé dans la rue et qui semble être un facteur en pleine distribution du courrier, qu'il y a une personne à la mairie de Braunau qui pourrait nous donner tous les renseignements que nous désirons. Et il nous donne simplement son nom et nous indique le chemin pour nous y rendre. Ce n'est pas loin et nous voilà y allant. En effet, à la petite mairie locale, dont il a l'air d'être le seul employé, à moins qu'elle soit fermée au public l'après-midi, ou bien c'est encore l'heure du déjeuner, c'est un homme dans la fin de la soixantaine, très fonctionnaire municipal d'aspect, mais qui ne fait pas de façon pour parler, et pour cause. Il nous raconte qu'après la guerre, après qu'un commando de SS ait menacé de faire sauter la maison natale d'Hitler, et qu'il aurait bien fait sans l'intervention des troupes américaines qui venaient de prendre Braunau, il a été plus ou moins chargé d'en assurer l'entretien et la protection. Une sorte de concierge, quoi. Il se rappelle ses fonctions d'alors, qu'il a montré la maison à quantité de gens importants, des hauts gradés, pas seulement de l'armée américaine, mais de l'armée de toutes les nations alliées, et même des Allemands, qui voulaient voir à quoi ressemblait la maison où Hitler avait vu le jour. Un intérieur petit bourgeois, de la fin du XIXe siècle, à l'en croire, bien que la maison soit plus ancienne. Elle est style Marie-Thérèse, c'est-à-dire milieu du XVIIIe. L'homme évoque ses souvenirs avec une certaine mélancolie. Il était un personnage important, et la petite ville, le centre d'une activité touristique d'un genre très particulier, qu'on associerait de nos jours à de la curiosité malsaine, des nostalgiques du Troisième Reich. Ce qui n'était d'ailleurs à l'époque que de la curiosité historique, mais du plus mauvais aloi. Ce qui a dû se produire alors, puisque soudain, les autorités municipales ont décidé de fermer la maison au public. Et la manne des pourboires a cessé pour notre homme. La maison est restée ainsi quelque temps, sans assignation précise, avant qu'on décide d'en faire un lieu d'accueil pour handicapés mentaux. Voilà. L'homme ajoute, pour notre information, que tout ce qui composait son intérieur, meubles, textiles, photos, tableaux, et même la chambrette d'Hitler, la chambre d'enfant avec son berceau. Comme disait l'autre dans Harry Potter, si monstre il y avait, il était bien caché dans ses langes et sous la sucette, bien que la moustache soit venue après. Toutes choses rassemblées par son généreux donateur Bormann sont entreposées dans les caves de la mairie de Braunau, où nous sommes, en un lieu bien clos et sous-scellé. Aussi, pouvons-nous insister tant qu'on veut, aucune possibilité de les voir. Mais tout est là, affirme-t-il, comme pour nous dire que si on voulait, c'est-à-dire les autorités, demain, on pourrait en faire un musée. L'information n'est pas tombée dans les oreilles de deux sourds. Une fois dehors, nous mesurons, le photographe et moi, la valeur et la portée de ce scoop. Si nous pouvions pénétrer dans ces caves et photographier ces témoignages historiques, ça, ce serait extraordinaire. Seulement voilà.
Si nous nous faisons pincer, à forcer une porte ou une fenêtre, à briser un carreau ou des scellés, nous sommes bons pour servir d'exemple au monde entier qui harcèle les Autrichiens en leur reprochant de choisir leurs dirigeants politiques parmi d'anciens nazis. Et Waldheim, l'homme attaqué, l'homme vilipendé, pour son passé sombre, ne se montrerait certainement pas très tendre avec nous. Pensez donc, deux petzouilles, des Français journalistes, qui sont venus remuer la merde dans son pays, presque sous son nez. Ce serait la prison, et pour pas mal de temps. Pour ces raisons, nous sommes repartis sans donner suite à notre découverte, qui n'en était pas une, certainement, pour les gens du cru. Depuis, cette maison a connu diverses destinées, pour finir par devenir le siège de la police municipale. Ainsi, tout débordement ou visite inopinée sera désormais encadré et puni, si elle est illégale, par les autorités locales. Je pense que la dédicace de Bormann a dû être pudiquement recouverte. De quoi refroidir les ardeurs de tous les curieux qui ont fleuri et refleuri après la guerre, ce qui ne doit pas manquer encore, si j'en crois la serveuse du restaurant, qui n'avait pas attendu que nous ayons ouvert la bouche pour nous indiquer l'adresse que nous recherchions. À Paris, au journal, une histoire sans photo, sans témoignage digne de foi, par deux journalistes qui n'ont rien vu, sans rien d'autre qu'une façade grise. À l'époque, la maison ne payait vraiment pas de mine. Ça semblait sans intérêt pour la rédaction du Figaro Magazine. On a préféré centrer notre reportage sur mon interview de Kurt Waldheim et les détails de l'affaire soulevés par ses détracteurs. Pourtant, Pauwels m'a renvoyé à la connaissance de mon récit avec un autre photographe pour faire une grande enquête sur l'Autriche traditionnelle, cette Autriche qui allait voter ou qui avait voté pour Waldheim. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai un jour. Voilà le récit que je voulais vous faire aujourd'hui. S'il vous a plu, eh bien, abonnez-vous. N'oubliez pas de le faire. Et je vous dis à une prochaine fois.